Bonjour et bienvenue pour cette foire aux questions Stop Science, aujourd'hui consacrée à l'Atlas de la création de Harun Yahya. Alors, pour cet épisode, je vais vous emmener sur Google où nous allons taper Atlas de la création. Et la première réponse nous envoie sur une page en français, celle du dit Harun Yahya, auteur du fameux Atlas de la création. Donc vous voyez ici la couverture de l'Atlas de la création, qui ne doit pas vous être complètement étrangère, puisqu'en 2007, elle a été envoyée à presque toutes les institutions françaises, et en fait de par le monde. Et là où vous voyez que son message est complètement international, hein, c'est que le site, qui est très bien fait d'ailleurs, hein, le site est facile à naviguer, tout est accessible à portée de clic. Donc ce site, eh bien, il a été traduit, ainsi que le livre Atlas de la création, dans presque toutes les langues. Donc là, on tombe directement sur la page en français, la page de Harun Yahya, que vous voyez écrit ici. Alors Harun Yahya, c'est une personnalité de Turquie, un personnage turc aux multiples casquettes et aux multiples facettes, à la fois religieux, politique, pseudo-scientifique, un cocktail d'ailleurs détonnant si vous en jugez de façon objective. Et donc moi je vais m'intéresser à son message scientifique surtout, hein, parce que c'est pas vraiment le but ici de critiquer le message religieux, j'imagine que d'autres personnes ont dû le faire. D'ailleurs je sais que d'autres personnes ont dû le faire puisque son groupement est qualifié de secte par certains. Mais là pour le coup c'est pas mon propos, moi je vais m'intéresser donc sur le message scientifique, je vais m'arrêter sur le message scientifique uniquement. Et je vais vous démontrer donc que ce message scientifique est bourré d'erreurs, mais d'une grossièreté assez affligeante. Erreurs qui sont autant de mensonges et qui sont une insulte à la science, à la méthode scientifique et surtout à l'intelligence de tous ceux à qui il a envoyé son bouquin ou de tous ceux qui ont un jour eu l'idée de le lire. Véritablement, à travers ce livre, l'Atlas de la création, eh bien, Harun Yahya tente de duper les gens en faisant croire des choses complètement fausses. Alors quel est donc son credo à ce Harun Yahya à travers ce livre l'Atlas de la création? Eh bien, dès l'introduction, les bases sont lancées. Darwin était un menteur, l'évolution ça n'existe pas. En témoigne, vous voyez ces magnifiques fossiles mis côte à côte avec des espèces actuelles. Ces fossiles sont exactement comme les espèces qui les représentent actuellement et par conséquent l'évolution n'existe pas. Vous voyez les fougères, les salamandres, les scarabées, tout y passe. La quasi-totalité du bouquin et la quasi-totalité de ce site est consacrée à montrer des espèces fossiles avec des espèces actuelles côte à côte et à démontrer que ces espèces n'ont pas évolué. Évidemment, quid total des dinosaures, des trilobites et des autres familles complètement éteintes. Hein. Vous imaginez bien que si on se met à montrer des familles complètement éteintes qui n'ont pas de représentants actuels, ça la fout mal et ça fout le raisonnement complètement par terre. Mais bon, passons. Donc son truc à Harun Yahya, c'est de montrer que l'évolution n'existe pas, que c'est une machination de Charles Darwin et des scientifiques depuis Charles Darwin. Pourquoi, je ne sais pas. Hein, pourquoi y aurait-il un complot mondial des scientifiques pour faire croire que les espèces évoluent? Je ne vois pas le but. Hein, d'ailleurs, je ne crois pas qu'il explique ça vraiment clairement. Et surtout, il a l'air persuadé, et il cherche à persuader les autres, que le darwinisme et la sélection naturelle sont en vrac le fondement du racisme, du terrorisme et du fascisme à la fois. On croirait entendre du Dieudonné. Hein. Vous remplacez darwinisme par les juifs et c'est du Dieudonné. Hein. Bon, bref. Donc on est dans la théorie du complot totale. Hein. Il y a une sorte de diaspora de scientifiques qui veulent faire croire que l'évolution existe alors qu'elle n'existe pas, et Harun Yahya prétend nous apporter la réponse à cette question. Pour ma part, je me contenterai de dire qu'un assassin c'est un assassin, hein, que les assassins ils existaient déjà bien avant Darwin, et toutes les mauvaises raisons de tuer quelqu'un existaient aussi bien avant que Charles Darwin propose sa théorie de la sélection naturelle. Hein. Donc je vois pas d'où il nous sort ce raisonnement-là. Les gens n'avaient pas attendu Charles Darwin pour s'entretuer, et c'est beaucoup de responsabilités à mettre sur les épaules de ce bon vieux Charles. Donc, passoyons sur les arguments pseudo-politiques et pseudo-idéologiques de Harun Yahya. Concentrons-nous, je le disais, sur
Le scientifique. Alors oui, il y a quand même un chapitre, le chapitre 14 là, où il nous dit quand même que les médias sont un terrain fertile pour l'évolution. Donc là, il n'hésite pas à employer, vous voyez, le terme de propagande évolutionniste, hein, en nous ressortant des couvertures de magazines vieux comme le monde. Donc la propagande évolutionniste, personnellement étant évolutionniste, enfin étant biologiste de l'évolution, je ne vois pas trop d'où il nous sort une histoire de propagande, puisque on peut pas dire que la théorie de l'évolution passe les gros titres des journaux tous les jours. On peut pas dire qu'elle soit non plus enseignée de façon très assidue à l'école. Quand même, la première fois que les élèves entendent parler de théorie de l'évolution, il me semble que c'est en fin de collège, voire en début de lycée pour certains. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus comme si on commençait à enseigner l'évolution en primaire, quoi. Et alors pour ce qui est des médias, là, j'ai un petit exemple de derrière les fagots. C'est quand même le 20h, enfin les 2 minutes 18 que le 20h avait consacré au Célacante sur le journal de France 2. Et alors c'est 2 minutes 18 de clichés et d'inepties sur la biologie évolutive. Enfin bref, je vois pas, non. Ce que je vois et le peu que j'en vois est assez risible pour ce qui est de la propagande évolutionniste dans les médias. Alors je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description. Hop, je coupe, voilà. Donc son grand message à lui, eh bien, c'est de nous montrer, vous le voyez, des choses qui sont identiques, des choses actuelles qui sont identiques à des espèces fossiles, et que donc l'évolution n'existe pas, comme il le dit si bien dans son chapitre 15, l'évolution serait une imposture selon lui. Alors prenons un de ces chapitres, hein, ces spécimens. Vous voyez qu'il y en a quand même des caisses et des caisses. Alors là, prenons au hasard le Brésil. Donc voici le Brésil. Donc et si on prend au hasard le Brésil, eh bien vous voyez, il nous montre un fossile de sauterelle, une sauterelle juste à côté, ils se ressemblent vaguement, donc l'évolution n'existe pas. Ici un fossile de blatte, hein, blatte, grand classique des fossiles vivants, hein, des soi-disant fossiles vivants. Donc voilà, une blatte actuelle, une blatte fossile, ils se ressemblent, l'évolution n'existe pas. Vous voyez, là c'est une mouche, alors une mouche actuelle ça ressemble à une mouche fossile, vous noterez quand même la précision de la détermination de l'espèce de mouche, hein, c'est une mouche, voilà. On ne sait pas l'espèce, on nous donne un âge, bon, pourquoi pas. Et donc cette espèce de mouche, eh bien, elle ressemble vaguement à une mouche fossile, donc on va dire que les mouches aussi sont des fossiles vivants. Et ça sur des pages et des pages, hein, vous voyez que ça dure, que ça dure, que ça dure. Comme je le disais tout à l'heure, hein, on va surtout pas parler des espèces qui sont complètement éteintes, hein, genre les dinosaures, les trilots, les ammonites, tout ça. Hein, vous rendez compte qu'un fossile, s'il n'est pas vivant, ça foutrait toute sa belle théorie par terre. Et évidemment, on vous montre pas des choses qui sont très différentes de leurs représentants fossiles. Hein. Ça ferait mauvais genre aussi. Tout son raisonnement d'ailleurs ne tient que sur des ressemblances assez vagues, hein, vous le voyez quand même entre ce fossile et cette sauterelle. Ça tient sur des ressemblances assez vagues, ce qui montre qu'il a dû passer un certain temps sur Google à chercher des images. D'ailleurs, il a passé tellement de temps à chercher sur Google qu'il y a des fois où ça se voit. Alors là, je vais aller sur le site Strange Stuff and Funky Things, vous voyez écrit là. Donc Strange Stuff and Funky Things, qui nous parle de Harunyaya et de son atlas de la création. Donc je vous mettrai le lien de cette page dans la description. Donc qui nous parle de l'atlas de la création et qui nous montre que dans l'atlas de la création, page 244, c'est écrit ici. Donc à la page 244, bah, vous voyez, toujours fidèle à son message, il nous montre un insecte fossile, ici, donc il s'agit d'une frigane, qu'il compare à l'insecte actuel et nous dit encore une fois eh bien qu'ils sont identiques, l'évolution n'existe pas, le message, à chaque fois la légende de la photo est toujours la même, là elle est en anglais, mais le message est toujours le même, ça se ressemble, du coup l'évolution n'existe pas. Sauf que là, ben, la supercherie est très facile à démasquer puisque vous le voyez, cette frigane n'est pas une vraie frigane mais c'est un hameçon. Voilà,
c'est un hameçon posé au bout d'un appât de pêche à la mouche. Ici j'ai une autre page où vous voyez très bien là le détail du dit hameçon de pêche à la mouche, et Strange Stuff and Funky Things nous donne même le lien pour aller voir justement le créateur de ces hameçons, monsieur Graham Owen. Hop, voilà. Donc le site de monsieur Graham Owen avec ses appâts de pêche à la mouche, donc un grand passionné de pêche. Je vous laisse admirer ses créations. Et alors le pire c'est qu'il n'y en a pas qu'un, hein. Vous voyez ici un autre insecte, page 282 de l'Atlas de la création. Et vous voyez ici la photo sur le site de Graham Owen avec l'hameçon bien en évidence ici. Et alors là, le couronnement de ce raisonnement, là c'est quand même cette araignée, donc une araignée dans l'ambre par rapport à une araignée actuelle qui est complètement inventée, hein, puisque vous voyez, il est écrit ici, Graham Owen a confié qu'il s'agissait de sa première création sans modèle. Alors toutes ces photos sont dans la version papier, hein, mais elles ne sont pas sur le site évidemment, hein, puisque ça ferait mauvais genre de mettre des informations qui ont depuis longtemps été révélées comme fausses. Donc sur le site vous ne retrouverez pas, ou du moins je n'ai pas retrouvé ces photos. Ça montre qu'au moins il a un minimum d'honnêteté à ce niveau-là. Il essaye de corriger un peu quand il met n'importe quoi. Mais bon là ça sent quand même le mec qui a tapé sur Google, il a tapé Friggan, et puis il est tombé sur une photo de Friggan qui ressemblait bien à son fossile, et puis du coup il a pris celle-là, et il n'a pas fait attention que c'était un appât de pêche à la mouche. Dommage à Runyaya. Et la réalité, eh bien, c'est qu'il a tellement de mal à trouver des photos d'espèces actuelles qui ressemblent à ces fossiles qu'il est obligé d'aller chercher d'autres espèces ou des appâts de pêche à la mouche. Bon, n'étant pas spécialiste des insectes, je vais pas trop m'attarder non plus dessus, hein, je suis pas un grand spécialiste des invertébrés. Et contrairement à lui, ben moi quand je suis pas spécialiste d'un truc, eh ben je me tais, je m'abstiens, parce que j'ai un peu trop peur de dire n'importe quoi. Moi par contre, je suis spécialiste des vertébrés. Alors on va regarder dans la liste de ces chapitres, et on va aller chercher les fossiles de crâne. Vous voyez qu'il y a plusieurs pages de fossiles de crâne et de fossiles divers, de vertébrés. Voilà, donc on est sur la page des fossiles de crâne, et alors là, dès la première page, on attaque... Voilà, dès la première page, on attaque direct avec les fossiles humains, hein, parce que les fossiles humains, c'est quand même le nerf de la guerre. L'homme est-il un singe, tralali, tralala, tout ça c'est important. Et voilà, donc là, argument d'autorité imaginaire. Bon. Alors quel est son message? Parce qu'on va peut-être quand même analyser son message, hein. Au-dessus, j'ai pas commenté le dessus parce que c'est toujours le même truc, hein. Les fossiles sont identiques aux espèces actuelles, etc., etc. Je vais commenter directement ce qu'il dit de nouveau sur les humains. Donc voilà, son grand message à lui, voilà, c'est de dire que les caractéristiques qui différencient les espèces, les soi-disant espèces d'hommes fossiles qu'on a découverts, eh bien se retrouvent dans les populations humaines actuelles. Donc en fait ce serait que de la variabilité, et donc que les différences observées ne sont en fait que dues à de la variation à l'intérieur d'une seule et même espèce qui serait en fait la nôtre. Donc il n'y aurait pas eu d'espèce humaine fossile, hein, il y aurait toujours eu une seule espèce, Homo sapiens selon lui, et en fait les différences qu'on verrait, eh bien, seraient finalement des différences de race. Et pour illustrer ça au mieux, eh bien, il nous montre le crâne d'Homo erectus, la tête d'un indigène de Malaisie, visiblement atteint de microcéphalie, mais bon, pourquoi pas. Et donc, il nous dit que les indigènes de Malaisie, ils ressemblent à Homo erectus, hein, avec tout ce que ça implique de racisme et d'idées malsaines d'ailleurs, et que, par conséquent, eh bien, l'évolution humaine n'a jamais eu lieu, puisque tous les crânes d'hominidés fossiles sont en fait des crânes d'hommes actuels, simplement avec beaucoup de variabilité. Négligeant par là même d'ailleurs les australopithèques, hein, puisque les australopithèques là, ça foutrait en l'air tout son raisonnement. Mais bon, comme la variabilité morphologique des espèces fossiles d'hominidés est souvent inconnue, hein, généralement on trouve un ou deux crânes, pas plus d'une seule espèce d'hominidés, donc forcément niveau variabilité ça laisse à désirer. On va lui accorder ce point, d'autant qu'il y a une étude récente, une étude d'un auteur qui s'appelle Lord Kipanides, un géorgien, et de ses collaborateurs, donc qui ont montré
que dans une même population d'Homo erectus, eh bien, il pouvait y avoir une très forte variabilité de la morphologie du crâne. Alors là, vous voyez une variabilité au niveau de la mandibule qui peut être plus ou moins large, plus ou moins haute. Vous voyez une variabilité de ces crânes donc au niveau de la courbure supérieure de l'encéphale. Vous voyez ici, ça peut aller de très courbé à presque plat. Hein. Le développement du torus supraorbitaire, qui est quand même un caractère assez classique en anthropologie. Le prognatisme, hein, de différents degrés de prognatisme aussi, qui vont de très fort à extrêmement fort à quasiment pas. Il y aurait, d'après ces auteurs, hein, c'est une étude de 2013, donc très récente, il y aurait, d'après ces auteurs, une énorme variabilité au sein même d'Homo erectus, et par conséquent, on va accorder à Haroun Yahya ce point, bien qu'il n'ait certainement pas deviné que cette étude sortirait. On va accorder ce point qu'effectivement, on a peut-être largement négligé la variabilité des espèces humaines. La suite du message, c'est évidemment, puisqu'on est sur un site anti-évolutionniste, ce sont les mensonges. Voilà. Les contes de l'évolution humaine débordent de mensonges, titre-t-il. Et évidemment, on nous resserre la sempiternelle histoire de l'homme de Piltdown, hein, découvert par Charles Darwin, ça m'étonnerait, hein, déjà il est mal renseigné. En 1912, Charles Darwin en 1912, il était déjà mort depuis un moment, mais bon, c'est pas grave. 1912 donc, une histoire qui est périmée depuis une bonne centaine d'années, où un crâne d'homme avait été découvert et avait été pris pour une sorte de chaînon manquant, alors qu'en fait c'était un mix entre un crâne d'homme et un crâne d'orang-outan. Soit on peut bien admettre que les scientifiques sur ce coup-là ont fait une erreur, de là à dire que c'était un mensonge, ça va quand même un petit peu loin. Dois-je rappeler d'ailleurs que ce sont des scientifiques qui ont découvert la supercherie, et donc que pour la théorie du complot, les scientifiques veulent nous faire croire que l'évolution existe, gna 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 gna, on repassera. D'ailleurs, je rebondis là-dessus parce qu'apparemment il n'a pas pensé à le mettre, c'est bizarre. Je rebondis là-dessus en disant, en parlant de l'histoire d'Archéoraptor, Archéoraptor qui est une autre erreur qui avait été commise beaucoup plus récemment, là il me semble que c'était en 2009. Archéoraptor qui est souvent repris comme une preuve par les anti-évolutionnistes que les darwinistes mentent, et qui en fait, je trouve pour ma part, est plutôt une belle victoire, puisque là où l'homme de Piltdown, il me semble, a mis plus de 30 ans avant d'être diagnostiqué comme une supercherie, l'Archéoraptor, je crois qu'en moins de 2 ans, les scientifiques, encore une fois eux, ont montré qu'en fait il s'agissait d'un assemblage créé par les revendeurs chinois qui avaient revendu le fossile donc aux scientifiques. Mais bon, admettons que ces erreurs là qu'il énumère soient vraiment des mensonges. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 mensonges, waouh, ça fait énorme. Vous allez voir dans la suite de l'exposé que les mensonges de Haroun Yahya, eux, sont bien plus nombreux et bien plus grossiers que ce qu'il explique. En tout cas, vous voyez, il parle beaucoup de fossiles, et ça, c'est pas un hasard, parce que grâce à ça, eh bien tout simplement, il fait l'impasse sur le code génétique. Parce que le code génétique de l'être humain, je vais vous montrer ça tout de suite. Toc. Voilà, quand on regarde le code génétique de l'être humain, eh bien on constate qu'il est à 98,8% identique à celui du chimpanzé. Et ça donc, si Haroun Yahya ne nous parle pas de code génétique, eh bien c'est justement pour éviter cet épineux problème, celui de l'immense proximité génétique entre l'homme moderne et le chimpanzé. Alors cette immense proximité, elle nous montre tout simplement que le chimpanzé est plus ressemblant à l'homme du point de vue génétique qu'il ne l'est de n'importe quel autre singe. Et en fait, ce que l'ADN nous dit, c'est que l'homme ne fait pas seulement que descendre du singe, c'est que l'homme est un singe. Son ADN est celui d'un singe, c'est celui d'un primate, et que si vous tenez absolument à exclure l'homme des singes, eh bien, il faudra aussi exclure avec lui le chimpanzé, qui est son plus proche parent. Et alors là, votre notion de singe, je ne sais pas ce que vous appellerez un singe une fois que vous aurez sorti le chimpanzé des singes, mais en tout cas, le mot singe, lui, ne voudra plus rien dire du tout. Mais ça, évidemment, sur le site de Haroun Yahya, ça passe à la trappe, puisqu'il ne nous parle absolument pas d'ADN. Évidemment, il ne se risquerait pas à nous parler de choses qui pourraient compromettre sa jolie théorie du complot. Alors maintenant qu'on a fait la page 1 sur les fossiles de crâne, eh bien passons à la page 2. Et alors là, je vous garantis, ça va être le festival.
Donc sur la page 2, nous y voici. Eh bien le raisonnement toujours le même, hein. Les crânes sont identiques à ceux des espèces actuelles. D'ailleurs, il se garderait bien de nous montrer les crânes des espèces actuelles, hein. Donc le loup, le tigre, etc., etc., le renard, l'ours brun. Alors là, j'aimerais attirer votre attention sur le fait, mais c'est pareil sur sur les autres pages montrant des crânes. J'attire votre attention donc sur le fait que tous les crânes semblent sortir du même endroit, hein. Vous voyez que le fossile est blanchâtre, entouré d'un sédiment un petit peu beige, hein, terreux. Donc tous les fossiles viennent tous d'un truc où les crânes sortent blanchâtres avec, encore une fois là vous voyez, cette terre un petit peu beige, un petit peu marron. Donc tous ces fossiles, hein, viennent visiblement à première vue du même gisement. Hein, la fossilisation est un processus qui transforme l'os en pierre, et le fossile va donc prendre une teinte, une couleur, une patine qui va être dépendante de la roche qui l'entoure. Donc chaque gisement a sa propre couleur, on va dire, de fossile, hein. Les fossiles qu'on retrouve dans le charbon sont noirs, typiquement. Ceux qu'on retrouve dans des gisements de bauxite vont être plutôt grisâtres. Et donc là, on a un gisement où les fossiles ressortent blancs, donc pas trop altérés visiblement au niveau de la couleur, et entourés de sédiments beige. Sauf que, si on regarde bien, on constate... Alors je vais remonter tout en haut pour bien vous montrer, voilà. Hop, si on regarde bien, bah, vous voyez ce crâne de renard, il a 8,6 millions d'années. Le crâne de loup, il en a 9,5 des millions d'années. Le crâne de tigre, il en a 79 millions d'années, hein, là on passe à un facteur 10. Le crâne de renard, 95, pourquoi pas. Le crâne d'ours brun, ben vous voyez, il ressemble très bien à ses petits cousins, et pourtant 90 millions d'années. Donc vous voyez, ils sortent tous du même trou, mais ils ont tous un âge différent, 9,3 millions d'années. 8,2 millions d'années, hein. Là ça a été la grande loterie, hein, pour déterminer l'âge de chacun des trucs, hein, de chacun des crânes. On avait une grande roue de la fortune, des âges aléatoires, on l'a fait tourner. Alors celui-là, crâne de renard, on va dire qu'il a 95 millions d'années. Là, celui-là, bon allez, on va dire qu'il a quoi, 90 millions d'années. Allez, c'est parti pour vous. 9,3 millions d'années pour lui, 8,2 millions d'années pour celui-là, 88 millions d'années pour le panda, bah voyons. Bref, ça sent quand même la grosse falsification des datations des fossiles, alors que normalement ils devraient tous avoir le même âge puisqu'ils sortent tous du même trou. D'ailleurs, ils ne nous cachent pas que ces fossiles sortent tous du même trou, hein, puisque si vous avez eu l'œil depuis tout à l'heure, vous noterez que tous viennent de Chine. Voilà, la Chine, 80 millions d'années, hein, ça change encore. La Chine, tiens, ah, pour une fois il a mis 2 fois le même, ça change. Donc voilà, ils viennent tous de Chine, donc il assume totalement le fait que ça doit venir du même endroit, et pourtant, il nous sort des âges différents pour chacun de ces fossiles. C'est de la grosse falsification, hein, c'est clairement du mensonge. On a pris complètement au pif des âges, et puis on les a donnés à nos fossiles, comme ça. Voilà. Et en plus, alors là par contre je veux bien le croire sur le fait que ça vienne de Chine, puisqu'en Chine on sort les fossiles n'importe comment. On les vend au marché noir, il n'y a pas de souci, donc je suis même assez convaincu qu'il les a achetés en Chine, ces fossiles, ça pour le coup je veux bien le croire, alimentant par là même d'ailleurs le marché noir. Après, pour ce qui est de l'origine réelle de ces fossiles, je pense qu'ils doivent tous venir d'une grotte, hein, un truc qui date du Quaternaire, donc relativement récent, hein, moins de 2 millions d'années, ce qui expliquerait d'ailleurs leur relative ressemblance avec les espèces actuelles. Alors allons voir maintenant la page fossiles divers, parce que là il y a des perles monumentales là-dedans. Des champignons, bon allez, hein, détermination pareille à la truelle, hein. On dit que c'est un champignon, voilà. Des fourmilions, etc. Bon, j'ai dit que je passais sur les insectes et les autres invertébrés. On va aller directement à mes amis les vertébrés. Donc voilà,
Un crâne de hyène, 73 millions d'années, hein, ça vient toujours de Chine, ça a toujours la même patine, hein, vous voyez, toujours le même sédiment qui emprisonne le fossile, et cette fois c'est 73 millions d'années, allons-y, fonçons. Un crâne de lynx, hein, vous voyez la photo de lynx qu'il a trouvé pour justifier que c'est un crâne de lynx, c'est assez improbable. Crâne de chacal, hein, du chacal de Chine, hein, bien sûr. Crâne de léopard de Chine, hein, allons-y. Alors là, là celle-là elle est pas mal. Un crâne de zèbre de Chine. Hein. Le zèbre de Chine est bien connu pour être un fossile vivant, bien entendu. Hein. Pour différencier un cheval d'un zèbre, il n'y a qu'un seul tout petit caractère qu'on peut observer que sur la face occlusale des dents. Donc là en l'occurrence, sans accès à la face occlusale des dents, je ne vois pas comment il a pu déterminer qu'il s'agit d'un zèbre plutôt qu'un cheval. Mais bon, pourquoi pas après tout. Et évidemment, encore un âge différent, 45 millions d'années, pourquoi pas. On continue, donc cheval sauvage asiatique, hein, moi ça me semble être quasiment le même crâne qu'il a pris dans l'autre sens, hein, non, bon, voilà. Voilà, on photographie la face gauche, là on photographie la face droite et on dit que c'est deux chevaux différents, hein. Du raton laveur de Chine, hein, bah voyons, hein, le raton laveur chinois est aussi extrêmement réputé, hein, n'est-ce pas? Crâne d'âne, mais bon, hein, pourquoi pas. Un crâne de petit singe. Et on arrive enfin à mon préféré, le crâne de chameau. Eh bien pour toi Haroun, je vais te donner un petit moyen mémotechnique, chameau, 2 syllabes, 2 boss. Ceci est un dromadaire, ce n'est pas un chameau. Donc voilà, mesdames et messieurs, avant de croire à l'expertise de ce monsieur Haroun Yahya, eh bien sachez qu'il ne sait pas faire la différence entre un chameau et un dromadaire. Donc je me demande comment il fait pour savoir que ces fossiles sont des fossiles de chameaux, hein, ou de dromadaires, ou de ce que vous voulez. D'ailleurs, je note au passage ici la présence d'incisives. Hein. Or, les chameaux, pour autant que je sache, n'ont pas d'incisives. Et ça n'a rien à voir avec un crâne de chameau. Ah, voilà, le crâne de girafe. Le crâne de girafe, celui-là, il est magnifique aussi. Donc 65 millions d'années. Hein, un petit crâne de girafe du Crétacé. Donc là, tout à l'heure, comme pour le chameau, hein, si vous regardez bien à l'avant de la mâchoire, il y a des incisives. D'ailleurs, Haroun Yahya a été très gentil de ce point de vue-là. Il nous a mis un détail des incisives supérieures de girafe. Sauf que le problème, c'est que les chameaux, comme les girafes, n'ont pas d'incisives supérieures. Là, en l'occurrence, c'est un crâne de cheval. D'ailleurs, je vais vous le prouver en tapant crâne de girafe sur Google. Voilà, Google Images me renvoie un véritable crâne de girafe ici, hein. Et vous voyez donc ce crâne de girafe, déjà il est caractérisé par des choses que vous voyez là, qu'on appelle des ossicones, hein, qui sont les cornes des girafes, qu'on voit très bien sur les autres spécimens ici et là. Donc ossicones qui sont totalement absents sur ce crâne, et pour cause puisque c'est un crâne de cheval. Et en plus, eh bien, on voit très bien l'absence complète d'incisives sur la mâchoire supérieure, exactement comme chez le chameau. Tenez, on est retombé sur le chameau tout à l'heure. Alors que chez le cheval, vous allez voir, hop, voilà. Là, on a des incisives supérieures, et vous voyez donc la ressemblance assez évidente entre ce crâne-là et ce crâne-là. C'est normal, ce sont tous les deux des crânes de chevaux. Donc voilà, expertise scientifique d'Haroun Yahya, 0 pour ce qui est de déterminer les fossiles. Donc voilà, quand ce monsieur vous explique que tous ces fossiles sont en fait des fossiles vivants, quand il vous explique que ceci est un crâne d'antilope et qu'il n'a pas évolué depuis 50 millions d'années, et bien voilà, vous êtes en train de croire quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre un crâne de girafe, un crâne de chameau et un crâne de cheval. Voilà. Donc ça, et qui plus est, falsifie complètement la datation de ces fossiles. La seule chose de vrai, je pense, c'est la provenance, c'est-à-dire la Chine. Là, en l'occurrence, je ne vois que ça de louable sur cette page. Bon, alors là, je vais retourner vite fait sur l'autre page, parce que tout à l'heure, il y a un truc sur lequel je ne me suis pas arrêté plus longtemps que ça. Un truc sur lequel donc, je ne m'étais pas trop arrêté, donc sur Fossiles de crâne 2. C'était
lui. Alors là, le fossile de tigre, le crâne de tigre, de 79 millions d'années. C'est quand même un crâne de tigre du Crétacé, hein. Vous voyez que le truc, il est superbement préservé. Et alors c'est juste pour m'arrêter et vous dire que vraiment je suis pas de mauvaise foi, hein. Si jamais je découvrais un jour un crâne de tigre aussi parfaitement préservé dans des couches du Crétacé, alors que les tigres sont censés être apparus 50 millions d'années plus tard au bas mot, mais franchement, mais je vous assure, je me bâtirais mais une carrière extraordinaire en l'étudiant. Je veux dire, faut pas déconner un moment, quoi. Certainement, j'essaierai pas de le cacher parce qu'il foutrait l'édifice darwinien en l'air. Ça, au contraire, j'aurais même dans la main la preuve d'un nouveau paradigme scientifique, quoi. Il n'y a aucun doute que ce crâne de tigre là, mais il sent la publication dans Nature, la tournée mondiale, la richesse, la célébrité, tout ce que vous voulez, quoi. Ça c'est, je découvre un truc comme ça, je le publie, je deviens une star du jour au lendemain. Alors très honnêtement, je vois pas pourquoi les scientifiques cacheraient un crâne de tigre de cette façon-là, surtout s'il est âgé, soi-disant, de 79 millions d'années. Mais c'est vrai pour tous les autres fossiles, quoi. Je veux dire, un crâne de renard de 95 millions d'années, c'est pareil. Ça, si vraiment il a 95 millions d'années, ce crâne de renard, bah, il devrait déjà avoir fait le tour du monde des publications, quoi. C'est un truc de fou. Alors voilà, c'est juste pour vous dire que sa théorie du complot scientifique qui cherche à cacher les preuves contraires au darwinisme, elle tient absolument pas debout, hein. Et d'ailleurs, j'ai toute confiance que de tels fossiles ne peuvent pas exister parce que tout simplement l'édifice darwinien a été bâti par des générations et des générations de scientifiques qui se sont succédés à l'étude de la biodiversité pendant plus de 200 ans, quoi. Tous ces scientifiques, ils ont bâti un édifice qui est solide et que de toute façon, on découvrira certainement pas de fossiles de ce type-là. Alors, on va faire un dernier petit tour du côté des fossiles divers chapitre 2, hein. Donc fossiles divers chapitre 2, donc on tombe sur un binturong. Bon, toujours la même patine, toujours le même sédiment qui encaisse le fossile et toujours des âges complètement aléatoires. Évidemment. Alors là, un de mes préférés aussi, le diable de Tasmanie de Chine, hein, de Tasmanie de Chine, ça choque personne, hein, avec évidemment des petites fautes de frappe, hein, parce que sinon c'est pas un vrai site internet sérieux. Ici, le fossile de tortue, soi-disant de 98 millions d'années. Non mais le jour où on trouvera un fossile de tortue aussi improbable, aussi improbablement bien conservé dans des couches vieilles de 98 millions d'années, donc ça c'est vraiment le truc qui me confirme qu'on est face à un gisement qui doit pas avoir plus de 2 millions d'années, quoi, parce que trouver un truc... je veux dire, il y a les pattes qui sortent sur le côté, la tête au milieu, c'est un truc, on trouve jamais ça dans des couches de 98 millions d'années, faut arrêter, hein. Faut pas déconner. Le crâne d'ours polaire de Chine, toujours, hein, parce que évidemment, sinon c'est pas drôle, hein, si l'ours polaire il vit pas en Chine. Un crâne de coyote de Chine, encore une fois, avec des fautes de frappe, visiblement il n'aime pas les E accent aigu, Arunyaya, hein, ici. Et enfin, fossiles divers oblige, on retourne dans un truc qui n'a complètement rien à voir, les plantes. Bon alors, je m'arrête sur le volume 1, hein, je m'arrête pour le volume 1 et je ne ferai pas le volume 2 ni le volume 3, vous imaginez bien que c'est du même gabarit et je ne suis pas complètement fou, je ne suis pas complètement sadomaso. Alors à côté de ça, j'ai entendu dire que le monsieur Arunyaya, donc dans une de ses vidéos, offrait une récompense de plus de 1 million de dollars à quiconque découvrirait une forme de transition fossile. Alors, je vais pas vous sortir les grands classiques comme l'Archéoptérix, mais plutôt quelque chose d'un peu moins connu et de beaucoup plus probant, le Probénognathus. Donc, il faut savoir que chez les reptiles, comme ici chez le sphénodon, l'articulation entre la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure se fait entre deux os qu'on appelle l'articulaire ici en rouge et le carré ici en bleu. Alors que chez les mammifères, comme chez l'opossum par exemple, l'articulation entre la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure se fait entre l'os dentaire ici en violet et l'os squamosal ici en rose. Eh bien, Probénognathus possède les deux articulations à la fois. Il a à la fois une articulation articulaire carrée ici en rouge et en bleu, et une articulation ici entre le dentaire à ce niveau-là, qui forme un condyle, et
le squamosal, ici en rose, juste à côté de l'articulation carré articulaire. Donc là, en l'occurrence, on a une magnifique forme de transition, et Probénognathus n'est pas seul, puisqu'il y a bien d'autres fossiles comme lui, tels que Diarthrognathus, qui possèdent cette double articulation carré articulaire et dentaire squamosal dans la mâchoire. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, alors je vais vous montrer un petit rongeur qui s'appelle Mimomys. Donc Mimomys occitanicus, ancêtre du campagnol actuel, donc du genre Arvicola, et dont on peut voir l'évolution au cours des 4 derniers millions d'années, évolution qui se fait extrêmement graduellement comme vous pouvez le voir. Donc ici c'est centré sur la morphologie dentaire, donc avec une augmentation de la hauteur de la couronne des dents, donc vous voyez ces dents qui deviennent de plus en plus hautes, et une modification du dessin dentaire, avec ici l'apparition de ce qu'on appelle le sément, donc là qui se caractérise par un épaississement des traits du dessin dentaire, et à ce niveau-là, hop, voilà, et à ce niveau-là, donc, disparition de cette petite structure, de ce petit trou qu'on appelle le puiselet mimoyen, hein, puisque l'espèce qui la possède, puisque le genre pardon qui le possède s'appelle Mimomys. Donc ce puiselet mimoyen, vous voyez, disparaît à ce niveau-là, et on passe du genre Mimomys au genre Arvicola, c'est-à-dire au campagnol actuel, au moment de la disparition ici de la racine, c'est-à-dire au moment où les dents deviennent à croissance continue. Donc ce passage du genre Mimomys au genre Arvicola, eh bien ça n'est ni plus ni moins que de la macro-évolution. Et des exemples comme ça chez les rongeurs, j'en ai des milliers d'autres. Je peux vous parler de Isiodoromys, donc Isiodoromys qui est un rongeur un peu plus ancien, qui a vécu entre 33 et vous le voyez 23 millions d'années. Donc. Et pendant cet intervalle de temps de 10 millions d'années, eh bien il a évolué à intervalles réguliers, des intervalles qui sont chiffrés entre 3 millions d'années et quelques centaines de milliers d'années ici. Et donc pendant ces intervalles, eh bien, on constate une augmentation, comme chez Arvicola, de la hauteur de la couronne des dents. Donc là, vue de profil, vous voyez ici très bien l'augmentation de la hauteur, une modification du dessin dentaire, ainsi qu'une augmentation de la taille des dents, de la largeur des molaires, au cours du temps. Des exemples, il n'y en a pas que chez les rongeurs, il y en a aussi chez les artiodactyles qui sont des mammifères à sabots de la même famille que les cochons par exemple. Et alors chez les artiodactyles, on a le genre Dicobune, dont vous pouvez voir les dents évoluer ici au cours du temps, donc autant en matière de taille qu'en modification idem du dessin dentaire. Et ici on a même donc une spéciation, c'est-à-dire une division en 2 lignées, qui vont aboutir à des espèces différentes. Un petit exemple chez les primates, hein, parce que faut bien qu'il y en ait quelques-uns. Donc chez les primates, on a par exemple le genre Pelicodus, qui est un petit primate de l'Éocène. Et dans le bassin de Bighorn aux États-Unis, eh bien, la taille des molaires de ce petit primate Pelicodus eh bien, change en fonction du temps, de façon graduelle, et montre, comme chez Dicobune, eh bien, des événements dits de cladogénèse, c'est-à-dire des spéciations, des transformations vers d'autres espèces. Donc vous voyez ici le nom des espèces qui apparaît là, 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 là aussi et ici. Et là je me limite seulement aux espèces relativement grosses, puisque chez les foraminifères, c'est-à-dire des petits êtres unicellulaires possédant un test calcaire et vivant dans la mer, eh bien là les exemples se comptent littéralement par millions, comme par exemple chez Globorotalia, où vous pouvez voir ici durant un intervalle de 10 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, eh bien l'évolution de la forme du foraminifère, du test calcaire du foraminifère. Alors monsieur Haroun Yahya, pour le paiement de 1 million de dollars, je prends les chèques et le liquide, mais je prends pas la carte bleue, alors merci d'être prévoyant. Enfin, je vais terminer cette vidéo par une citation, celle de Dalil Boubaker, qui était le recteur de la mosquée de Paris et le président du conseil du culte musulman en 2007, c'est-à-dire quand Haroun Yahya a envoyé son livre à toutes les écoles de la France, et qui avait dit au journal Le Monde dans une interview qu'il était complètement convaincu
que l'évolution est un fait scientifique, et il avait bien raison. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et si vous voulez en savoir plus sur l'évolution, je vous conseille la lecture, comme d'habitude, du guide critique de l'évolution de Guillaume Lecointre, ainsi que la lecture du livre Les sciences de l'évolution et les religions de Jean Chaline et Cédric Grimou, si vous souhaitez en savoir plus sur les enjeux scientifiques, politiques, philosophiques et religieux de ce débat.